Bonjour Georges, comment vas-tu? Bonjour Pedro, bonjour à tous Bon, et bienvenue dans le monde réel. tout à fait. T'es sûr que c'est le monde réel? Tu as pris la pilule bleue ou la pilule rouge? Non, c'est toi qui as pris la pilule bleue rouge parce que sache que tout le monde voit que tu as pris mon nom. Ah, C'est une usurpation d'identité. eh ben, à nouveau, non, je ne m'identifie pas. Je n'ai pas changé. Alors, attention, on va voir. Tu vois, c'est pour l'effet comique du jour. Salut Régis, à Toulon. Donc, je vois que déjà ça va naître puisque j'ai demandé à Maison, qui est un de nos auditeurs fidèles, est-ce que téléphone était avec lui ou elle? Apparemment, je ne suis le seul à Par contre, il y a un tremblement de terre chez toi, hein? Pedro. Sache-le. Il y a un petit tremblement de terre chez toi en ce moment. Ah bon? Fais attention. Mets-toi sous les murs. L'écran, Ah oui, ta caméra alors bouge. Voilà. c'est c'est Et c'est très j'ai agaçant. changé Il y a des gens qui vont se sentir le mal à l'aise. support d'écran et il doit bouger, Il fallait pas. Voilà. effectivement. Il fallait pas. C'était l'erreur à pas commettre. Je transmettrai à celui qui a acquis, ce support d'écran. Alors, est-ce que déjà, en introduction, j'aimerais que tu parles de l'événement qu'il va y avoir tout à l'heure, auquel je pense qu'on peut inviter, les auditeurs de Fréquence Populaire qui sont sur Paris. Hein. Oui. Et donc, est-ce que tu peux en parler? Qu'est-ce qui se passe tout à l'heure? Où est-ce qu'on va être? Qu'est-ce qui va se passer? Mais tout à l'heure, je suis co-organisateur d'une manifestation à l'appel du Comité international pour la libération de Boualem Sansal, donc l'écrivain que vous connaissez bien, algérien devenu franco-algérien français donc depuis maintenant un peu plus d'un an, 2 ans, et qui a été arrêté en Algérie justement le 25 mars. Il a 80 ans, il est en prison, et maintenant il encourt une peine de 10 ans de Réclusion. réclusion criminelle pour haute trahison. Bon, tout ça est parfaitement ridicule. Une manifestation est organisée place Édouard Herriot à 17 h. C'est la petite place qui est juste à côté de l'Assemblée nationale. Donc vous êtes invité à venir. Bien évidemment, ça se passera de 17 h à 19 h, place Édouard Herriot. Et il y aura des intervenants de différentes formations politiques, des intellectuels, des journalistes, des associatifs, pour demander la libération de Boualem Sansal, qui n'a pas à être, en tant qu'écrivain, un pion pour peser dans les mauvaises relations entre la France et l'Algérie. Ces relations diplomatiques sont pour le moment mauvaises. D'ailleurs, les torts sont, je crois, très largement partagés. Emmanuel Macron n'a pas été d'une grande compétence dans ce domaine nulle part, et donc pas plus en Algérie. Mais M. Boualem Sansal n'a pas à le payer, qu'on soit d'accord avec lui ou pas d'accord. C'est juste une plume. Et on est un peu étonné, en tout cas moi je suis étonné, que le président Tebboune algérien ait des murs de son palais aussi fragiles qu'il se sente menacé par une plume. Voilà. Et donc, on demandera sa libération. Et vous êtes bien évidemment conviés à cet Mais événement. tu sais que comme le dit, le sage, la plume est plus forte que l'épée. Et alors, Ankou Stinger nous demande les événements que vous faites sont toujours sur Paris. Et oui, l'Assemblée nationale est à Paris. C'est comme ça. Quand est-ce que vous venez en France? Eh bien, c'est la France aussi. Et je suis toujours un peu étonné par cette critique de Paris, parce que les 3 quarts des gens que je connais à Paris sont des personnes qui viennent de province. Voilà. Donc, c'est la capitale de la France. C'est là que se passent les activités politiques. Mais sinon, on vient, nous, en tout cas, régulièrement dans le reste de la France. Et spécifiquement, Fréquence Populaire, c'est prévu dès lors que 2 ou 3 petits détails seront réglés. Je m'abstiendrai de commentaires pour celui qui était en retard. Voilà. Chacun a son retard. Non, ça n'a rien à voir. Alors,
apparemment, tu es encore en décontamination, alors pas chez moi. Moi, justement, on a fait beaucoup de tests et hier, justement, je me suis plaint au service qui s'occupait de nous pour, savoir pourquoi on avait des soucis, donc espérons que ça s'améliore aujourd'hui. On va commencer notre revue de presse par un premier sujet. Alors, moi, c'est plutôt un sujet, coup de gueule parce qu'on parle souvent, de l'état de la sécurité en France, de, comment, alors juste après je changerai de support d'écran parce qu'apparemment ça rend tout le monde fou. Donc, l'état de la sécurité en France, du certains disent du laxisme judiciaire, d'un certain nombre de choses et je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des images spectaculaires, ce week-end. Donc images, je vais vous diffuser. Donc un refus d'obtempérer avec une course-poursuite, bam, qui a fini une voiture de flic emboutie, une autre voiture de flic emboutit l'autre voiture et il y a une troisième voiture à la fin qui, je crois, emboutit la dernière voiture. Donc ça a été, assez, on va dire, impressionnant. Les gens ont été arrêtés. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que les mises en cause, à peine sorties de garde à vue, recommencent et sont à nouveau arrêtés. Alors, je n'ai pas compris pourquoi le dernier policier est rentré dans le. Et je crois que tout le monde, ils se sont dit qu'ils étaient en auto-tamponneuse. Ça, c'est un peu incompréhensible. Mais. Moi, je dirais une grande vitesse et il devait sûrement y avoir une plaque de graisse, de quelque chose sur le sol qui fait que le freinage n'était Ouais, pas tout à assuré. fait. Bah, apparemment, c'est Ou juste alors un ils parce qu'il sont y a un tous virage en complètement épingle nuls. et pas de visibilité à cet endroit-là. Ce qui a fait que le premier s'est pris le comment ça s'appelle? Le feu et après tous les autres, en fait, se déportaient et tapaient dedans. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est choquant, c'est que ces gens-là, ces délinquants, qui sont dans un refus d'intérêt, qui blessent 13 policiers, même si aucun n'est gravement blessé, qui sont mis en garde à vue, sortent de garde à vue et recommencent. Ça veut dire que ça n'a eu aucun effet pour eux. Aucun effet dissuasif. Parce qu'ils sortent, ils relouent une voiture et ils se font regoler. C'est-à-dire qu'en plus, on parle même pas des mecs qui étaient, on va dire, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, parce que quand même, généralement, on fait un peu attention. Ça veut dire qu'ils se sentent, il y a un tel sentiment d'impunité qu'ils disent: «C'est pas grave, je sors du commissariat, je loue une voiture et je recommence mes conneries». Ces gens n'ont aucun d'entre eux n'a de permis. Mais bon, moi je ne comprends pas déjà comment des gens, Mais comment ils font pour louer une voiture? hein? Comment ils font pour louer sans Alors je permis? pense qu'ils doivent utiliser, tu sais, des applications d'autopartage ou un truc comme ça. Je vois pas comment sinon, tu vois? Je pense pas qu'ils aillent chez un loueur, hein, c'est pas possible, ou ils doivent utiliser des faux comptes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire qu'il y a rien qui va dans cette histoire. Déjà, pour moi, concrètement, des gens qui participent à une course-poursuite de cette nature-là, sortent pas en 48 heures. De base. Tu passes au moins 30 jours en prison juste pour que tu apprennes, en fait, la vie. Tu vois? C'est-à-dire que si tu ressors et en plus, alors si tu recommences, je sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est juste pas possible, en fait. Et après, comment on va faire? On va dire à des jeunes qu'en fait, il faut gérer. Non, non, mais c'est la manifestation, d'un état policier, sévère, et quasiment fasciste. C'est ça qu'il faut se rendre compte de ça. On n'est pas loin du fascisme, là. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens qui en tout cas, c'est clair que les applications des peines sont tout à fait étranges entre pays. Alors peut-être qu'il y a une logique, mais elle n'est pas bien expliquée et parfaitement compréhensible aux citoyens. Voilà. Un tas de gens qui subissent des sanctions, et s'ils ne répondent pas à ces sanctions, euh, ouais, ils le payent très cher. Ça peut être par une toute petite amende, hein, que des gens ont du mal à payer, qui est multipliée, après on les poursuit, on met des huissiers, et c'est une traque, c'est une hargne sans pitié, hein,
pour des micro-fautes, hein, des gens qui ont fait une accélération à 85 km/h là il ne fallait pas faire, qui étaient à 80. Mais il y en a d'autres qui proposent leurs filles pour être violées sur des réseaux sociaux et qui sont juges, ou des criminels qui circulent dans Paris comme des débiles. Je sais pas. Il doit avoir de bons avocats, je sais pas. C'est un peu étonnant. Ce qui est sûr, c'est C'est ça. Sanjeev Fouquedo, c'est à la carte. C'est un peu à la carte, c'est un peu aléatoire. Et beaucoup de vrais criminels. Et quand je parle de vrais criminels, hein, il n'y a pas d'obsession là avec Pedro, ni sous fréquence populaire sur les quartiers ou des gens issus d'immigration. Hein. Je parle de vrais criminels aussi de col blanc, de très très grands fraudeurs, de gens, y compris des gens qui trahissent la nation, hein, ou de gens qui font des crimes sur des enfants. Bah, voilà. Ils passent souvent entre les gouttes. Non, mais c'est vrai que c'est moi ce qui me choque dans ce truc-là, c'est même, imaginons, je suis policier, quelqu'un qui fait un truc comme ça, que je viens d'arrêter et qui vient quasiment de renverser 13 de mes collègues et que je reprends le lendemain, alors qu'on l'avait déjà arrêté, on va provoquer des bavures, ça va finir en bavure, ce genre de truc. Oui, Pedro, tu as raison, parce que c'est toujours mal perçu de dire ça, mais si on se met dans la position, enfin, il faut toujours essayer de faire l'effort de se mettre dans la position des gens. Si on est policier et que ça arrive une fois, 2 fois, 30, 50 fois, qui retombent sur le même type, qui peuvent se moquer d'eux en plus. C'est pas grave. C'est le mauvais jour, énervement, la mauvaise facture qui est arrivée, la tension familiale. Et le policier peut se dire, bah, bon, soit il régler son compte, soit je vais m'énerver, soit je vais le frapper. Alors, c'est pas ce qu'il faut faire quand on est policier, c'est la police républicaine, mais cette impunité de certains est insupportable. Elle doit être insupportable en premier chef à ceux qui sont en contact toute la journée avec la criminalité et les problèmes de la société, parce que c'est la réalité des policiers, mais aussi des pompiers et des urgentistes. Non, c'est clair que voilà, mais c'est surtout qu'on voit qu'il y a plus d'effet dissuasif. Donc à un moment, quand il y a plus d'effet dissuasif, c'est-à-dire que le système ne marche plus et qu'il faut le repenser. Heu, théoriquement, quand on est arrêté, n'importe quelle personne ne devrait pas se sentir bien d'être en garde à vue, à part, peut-être un criminel hautement aguerri. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème de réponse, vis-à-vis de ce genre de choses et heu et il faut pas rappeler. Du moins, il faut rappeler plutôt que ces gens ont de la chance d'être en France. Parce qu'il y a beaucoup de pays où juste la première course-poursuite serait finie en voiture cribée de balles pour le Ah, j'ai vécu par exemple au Maroc, aux États-Unis et en Russie, 3 pays très très différents. Ça, c'est pas mmh, possible. Les très 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 mauvais quart d'heure. Et je pense que c'est le pire, c'est au Maroc. Aux États-Unis, ce serait déjà mmh. mort Non, peut-être. mais c'est sûr. C'est Tu te rends compte, 13 policiers renversés, le mec il c'est déjà je crois à un, les mecs ils ont le droit d'utiliser la force létale et donc alors 13. Non, mais vraiment, pour avoir vécu au Maroc, si vous êtes un jeune criminel du Maroc et que vous trouvez un moyen pour aller en France, si vous avez ces images et vous savez comment est la police par chez vous, bon, pas très inquiet en arrivant en France. Hein. Mmh. Contrairement à ce que dit un peu la France insoumise, l'État policier et tout ça, tout ça. Alors certains disent Bon, les gens devraient faire des stages, pas juste aller à la plage ou euh, à la Médina de Marrakech ou faire rester un peu, vivre avec les gens, voir comment ça se mmh, passe dans différents pays. D'Afrique subsaharienne, du Maghreb, de Russie, d'Inde, de Chine, des États-Unis. C'est pas pareil. tout à fait. Alors peut-être que c'est le moment de recycler, cette vieille idée de comment ça s'appelle? De Ségolène Royal, de choper ces jeunes-là et de les faire construire des puits en Afrique, encadrés par des légionnaires. Peut-être ça redorera notre blason dans certains coins, ça servira et je pense que ça leur donnera une bonne leçon.
Mais bon, déjà, c'est vrai que je pense que c'est là où on voit le drame de l'absence de service militaire. Le service militaire permettait déjà de donner un cadre à des adolescents qui arrivaient à l'âge adulte complètement décadrés. Léonard Michalon équilibre le propos en disant certes, mais la politique du chiffre fait en sorte que les policiers sont aussi mal aimés. C'est aussi plus facile pour la police de s'en prendre aux plus vulnérables. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, les policiers qu'on rencontre et les syndicalistes policiers, y compris celui qu'on avait reçu ici, disent ça. C'est ce qu'on voit dans le film qui a très bien marché, Bac Nord, sur les quartiers nord de Marseille. La politique du chiffre, qui fait que même des policiers qui souhaiteraient faire plus d'enquêtes sérieuses, d'ailleurs merci à Macron d'affaiblir là aussi la police judiciaire, c'est-à-dire la police qui enquête, on se demande bien pourquoi, pour favoriser cette politique du chiffre mise en place par Sarkozy. Et quand tu disais, Pedro, que les choses doivent être changées systématiquement, mais ça aussi, ça doit être changé systématiquement. Ce qui doit être intéressant, c'est pas le chiffre, c'est comme le chiffre du chômage. Ce dont un politique devrait s'occuper, c'est que les gens puissent vivre dignement du travail et un emploi. Le travail soit utile à la société. Pas améliorer les chiffres du chômage. Comme les chiffres de la police, tout ça. Alors, on va passer au deuxième sujet. Alors, pour la première fois cette année, le Marrakech Jury aura lieu à Paris avec Gabriel Attal. Donc, en fait, Gabriel Attal propose donc son sommet pour la démocratie pour exister. Oui, désolé. Pedro a réussi à m'avoir, les amis. Je me dis, quoi? Quel Marrakech à Paris? C'est vrai que quand j'ai vu Gabriel comme les Attal Tours avec de son France qui sommet pour la démarrent, qui bientôt démocratie, vont démarrer à Canberra en Australie. Hein. Je te cache pas que je me suis dit, est-ce qu'il organise une réunion de travail pour travailler sur les cahiers de doléances des gilets jaunes? Ils les ont retrouvés et en fait, je me suis dit, franchement, c'est drôle, tu vois? Oui, mais il faut que tu regardes. Et qui en Ce qui est plus, il intéressant, c'est n'invite le pas tout le chapeau. monde. C'est-à-dire que c'est une démocratie à géométrie variable. Oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Il faut Mmh. lire le chapeau. Le secrétaire général de Renaissance a réuni lundi 24 mars à Paris une trentaine d'eurodéputés du groupe politique Renew, donc c'est sa famille politique que à lui, hein, c'est même pas centre-droit, centre-gauche, et des représentants de Hongrie, donc des opposants à un gouvernement élu démocratiquement, ça c'est bien ça, ou encore de Slovaquie, pareil, pour témoigner de leur détermination, entre guillemets, à se ranger aux côtés de Kiev. Quel est le rapport? Et bâtir une défense européenne. Alors donc, il invite des opposants à deux gouvernements démocratiquement élus. Alors, un de droite, conservatrice, celui de Viktor Orban, et un autre de social-démocrate, de gauche, de Slovaquie, de M. Fico. Bon, ça c'est bien. Donc, c'est un rassemblement pour la démocratie qui dit, à nouveau, comme l'a fait Mme Hayé, qui est sur la photo que tu as montrée du Monde, récemment dans ses sorties loufoques, eh bien, il y a la bonne démocratie et il y a la mauvaise démocratie. Il y a le bon chasseur et il y a le mauvais chasseur. C'est pas bien d'arrêter Monsieur Erkem Mouglu, maire d'Istanbul. Effectivement, c'est pas bien. Je suis totalement d'accord. Mais c'est bien d'empêcher des candidats comme Georgescu en Roumanie ou d'arrêter deux députés moldaves sur l'accusation qu'ils seraient pro-russes. Voilà. Et M. Fico, qui est centre-gauche, parce qu'il n'est même pas conservateur, lui, ben, c'est pas bien, parce que lui, il veut passer des accords avec la Russie, c'est méchant ça. Et donc, c'est un rassemblement pour la démocratie, va-t-en guerre, au moment où il y a des négociations pour mettre fin à cette guerre stupide. C'est extraordinaire, en fait. Oui. C'est du Orwell de très haut niveau. Et c'est surtout, il aurait pu dire rassemblement sur pas la démocratie, mais il aurait pu trouver un autre terme qui ferait moins grotesque, parce que pour Emmanuel Macron, parler de démocratie, c'est quand même fort de café, quoi. Tiens, je voudrais mettre, il y a El Oui, c'est ce Jeld que j'allais dire. Mohamed qui écrit, ce qu'il dit, voilà, on raconte n'importe quoi, les flics marocains ne s'en prennent pas aux Marocains gratuitement, contrairement aux flics français qui pratiquent le délit de faciès en permanence envers les Marocains ou autres. Alors, El Jeld, j'ai vraiment vécu au Maroc, la police y est très très dure,
Je suis même descendu dans les caves pour des raisons qui me sont propres de certains commissariats. Je peux vous dire que ça ne vous donne pas envie d'y aller, enfin d'être criminel. Et oui, et en fait, vous savez, le délit au faciès existe. Il y a des vrais racistes dans la police française qui vont traquer ceux qui sont un peu plus bronzés ou noirs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais vous aurez remarqué, Elgelt, qu'il y a aussi beaucoup de policiers venant du Maghreb, de la police française, ou venant de pays originairement d'Afrique subsaharienne ou des Antilles, donc ils sont assez noirs. Et eux, ils font des contrôles aussi. Et vous remarquerez que ce que vous appelez contrôle au faciès, en fait, existe aussi au Maroc. J'en ai été témoin. Dans les banlieues de Casablanca, c'est très très dur. Et le contrôle au faciès, c'est un contrôle à la classe sociale. Parce que ce qui est assez amusant, c'est que quand il y a des contrôles au faciès, ça ne tombe pas sur ceux qui ont le même faciès, mais qui sont dans de beaux costumes et qui se baladent dans Paris ou qui ont des voitures de luxe. C'est drôle. Ou les personnes de couleur noire, ça leur arrive quand même très très rarement. C'est comme Omar Sy, il y a assez peu de problèmes quand il se déplace à Los Angeles. Par contre, quelqu'un qui a l'air de venir de Watts, le quartier très pauvre de Los Angeles, tendanciellement, c'est drôle, là, il y a un délit au faciès. Eh ben, en général, je vous le dis, c'est à 99% des cas, ce sont des délits à la classe sociale. Et au Maroc, c'est assez violent. Quand vous faites partie des jeunes là, supporters des clubs de foot qui n'êtes plus exactement dans des liens familiaux solides et que vous vivez en semi-bande, quand la police vous tombe dessus, vous savez très bien que ça se passe extrêmement mal. Extrêmement mal. Et on est loin, loin, loin d'avoir à faire face à des terroristes. Hein. Et surtout, on parlait dans le cas particulier, quand même, de délinquants avérés. C'est-à-dire des gens qui partent et qui écrasent des Oui, flics mais et tout. imaginez, vous êtes effectivement, n'importe où au Maroc, il y a des policiers qui vous poursuivent et vous rentrez dans une voiture de flic. Ça va pas bien se Voilà, passer. c'est ce qu'on disait. Du faciès par C'est qu'il y a faciès. qu'en France où les mecs peuvent sortir et sortir le lendemain, sans que le mec il ait même un bleu. Donc c'est voilà, c'est assez important. Bref, en tout cas, nos amis de Renew ont décidé de. Mais ce qui est marrant, c'est un petit côté pathétique quand même, parce que euh, j'avais moqué sur Twitter Madame Hayé, qui disait soutenir les manifestants, les quelques manifestants en Hongrie pour renverser Orban et que la véritable démocratie revienne. Alors, le problème, c'est que la véritable démocratie, c'est que quand les gens votent, ils votent, mais c'est vrai qu'eux, ils sont assez habitués à considérer qu'il y a des fois, on vote mal. Que un référendum de 2005, par exemple, dont on va bientôt fêter les 20 ans, le 29 mai. Là, on vote mal, et c'est très bien de s'opposer à ça. Par contre, il y a des fois où il faudrait que les gens votent mieux. Donc, eux, ils sont pour que les gens votent mieux. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle veut faire du régime change, mais sans aucun des outils de régime change. Parce que pour qui un régime change, comme les Américains ont si bien le faire, du Chili en 1973 à l'Ukraine en 2014, avec tout un tas de changements de régime entre les deux, eh bien, ils ont des gens compétents qui font ça, des services spéciaux, la CIA, ils ont la National Endowment for Democracy, ils ont des réseaux d'universités qui soutiennent des gens, des intellectuels du pays, ils les payent. Ils ont aussi, ils avaient l'USAID, on a découvert assez, enfin, on a découvert. Nous, on n'a rien découvert du tout. On a juste eu la preuve que des financements étaient bien réels. Il faut tout ça pour réussir un régime change. Et c'est pas si simple. Donc, Madame Valérie Hayé et Monsieur Attal, eux, c'est comme leur patron. Ils disent il faudrait que. Et ils pensent que ça va se Mais faire. genre, C'est très je sais drôle. que je m'étais pas rendu compte de la blague. C'était que c'est pas que le sommet pour la démocratie, c'est le sommet pour la démocratie et les libertés. Tant qu'à Tu vois? faire. C'est-à-dire que effectivement, la liberté peut-être de se présenter aux élections, de pouvoir avoir une équité de temps de parole dans la presse, je sais pas, tu vois? En plus, ils l'ont mis en jaune, tu vois? Je sais pas si c'est liberté en jaune comme ça, fait par des Français, est-ce qu'ils se foutraient pas un peu de notre gueule? Bon, désolé, hein, pour la vulgarité, mais il y a des gens, mes enfants, ces temps-ci, adorent une émission qui s'appelle «Les têtes à claques». Et ben, je suis désolé, c'est l'effet que me fait Gabriel Attal et madame Ayer. Tu de temps en temps, tu vois? Mais c'est interdit de distribuer des claques. Mais tu te dis, peut-être que la France ne serait pas dans cet état-là. Mais aucun appel à la violence de ma part, c'est des claques virtuelles.
Un autre sujet. Alors, on va. Il y a eu une très bonne nouvelle pour notre industrie hier. Alors, Georges va encore m'accuser de faire des blagues. Une très bonne nouvelle. Donc, l'Allemagne a décidé de relancer l'industrie avec un plan de relance à 500 milliards. Donc, moi, je me suis dit, génial, probablement qu'Emmanuel Macron a eu la même idée et que la France a fait un méga plan de relance de l'industrie. Eh ben non. C'est pour ça que je pense que le Marrakech du Rire est à Paris. Il n'a rien fait. Et ce plan de relance de 500 milliards pour l'économie allemande risque d'être encore pire pour nous. Parce que il faut bien qu'eux, ils se relancent sur le dos de quelqu'un. Et bizarrement, j'ai bien l'impression qu'on va être encore les dindons de la farce. Donc peut-être toi, tu as un commentaire là-dessus. Mais c'est vrai que au moins, eux, ils font un truc pour leur industrie. Nous, pour l'instant, je crois qu'il paraît qu'on devait refaire des usines de Doliprane. On en a fait une à côté de Toulouse, mais on ne fait toujours pas de masques. Où on en est? Ouais, il faut savoir que le patronat allemand, lui, n'a pas totalement abandonné le combat, contrairement à une certaine classe politique allemande, et que depuis en fait avril 2022, il pousse, il pousse et il pousse pour tenter de sauver l'industrie allemande qui est à risque, principalement en raison des sanctions envers la Russie. Et ils font partie de ceux qui poussent pour que Nord Stream, d'une manière ou d'une autre, avec les Américains, sans les Américains, reprennent. Et ils ont également poussé pour corréler cela à une relance industrielle dont tu viens de parler, qui sera assez classiquement de type keynésien. C'est, je crois, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation pour tenter de sauver l'affaire, et c'est ce qu'ils font. Nous, chez nous, on a Gabriel Attal qui fait des sommets pour la démocratie et la liberté. En Hongrie, en Slovaquie, qui sont des pays démocratiques et libres. Mais Georges, Mais ils votent mal. C'est génial. je vais te poser une question concrète. Comment ils font les Allemands avec soi-disant les règles de l'Europe où il ne faut pas exploser le budget et tout? Pourquoi eux, ils en ont rien à foutre, du moins, pardon, ils en ont rien à faire de ces règles-là quand il s'agit de relancer leur industrie? Pourquoi nous on dit ah mais on peut pas, la dette, les machins, le truc. Je crois l'Allemagne n'a pas ces 500 milliards. Pourtant ils vont le faire. Alors, c'est quand même un débat en Allemagne. Le non-dépassement. En fait, les Allemands sont quand même traumatisés par ce qui s'est passé dans les années 30. Et c'est inscrit dans leur constitution l'interdiction de les dépassements de budget trop graves. Tout ce qui pourrait mener à l'inflation est inscrit dans leur constitution. C'est pas rien. Voilà. Hartung, Hartung, effectivement. Et donc, bah, c'est justement un gros sujet de débat en ce moment en Allemagne, mais ils vont trouver les moyens pour faire cela. Ça n'est pas pour rien que sont apparues des propositions un peu abracadabrantesques, comme aurait dit notre président Jacques Chirac, de ne pas compter une partie des dépenses dans le budget. Par exemple, les dépenses de défense. Dans ce cas-là, c'est bon, vous êtes dans les clous. Et pourquoi on ne compterait pas une dépense de défense Parce qu'il y a la guerre qui va commencer avec la Russie. Tu crois que C'est une technique, c'est un peu de mauvaise foi, mais c'est une technique. Donc c'est ce qu'ils vont faire. ça marche si je vais voir mon banquier et je lui dis eh mais ça, vous devez Et pas le également, compter dans mes dépenses. Angel O'Neill le dit, bon, voilà, eux, ils n'ont pas une dette de 3 milliards d'euros, c'est sûr. Et donc, ils ont plus de possibilités d'investissement. Tu veux dire que la meilleure chose que la France pourrait faire pour relancer son industrie, ce serait d'envoyer Bruno Le Maire en stage au ministère de l'Industrie allemande? C'est peut-être une idée. La dette allemande est quand même de 2600 milliards. Mais la taille de leur économie est plus importante. Donc, ils sont très largement moins endettés.
Ce qui est sûr, c'est que Il faut quand même savoir qu'eux aussi ont quand même dépassé 100% du PIB en termes d'endettement. Ce qui, Hmm. c'est pas si simple. On est bien d'accord, mais dans leur débat en interne, la question de l'Union européenne a l'air très secondaire et si l'Union est d'accord ou pas. Oui. L'Union est d'accord quand c'est conforme à leurs intérêts, ils l'ont manifesté de nombreuses fois. Écoute, mais, tant qu'ils gagnent, ils jouent. C'est les Français qui sont stupides, là. Oui, mais c'est ça, c'est ce qui me c'est-à-dire qu'eux, ils peuvent le faire. Nous, on nous dit: «C'est pas possible». Donc ça prouve bien qu'il y a quand même des marges de manœuvre entre et que nous, on est dans un état de servitude volontaire. Alors, un autre sujet, on va sauter un peu du coq à l'âne. Il y a une polémique à l'heure actuelle dans le sport avec Teddy Riner qui s'est exprimé sur la question justement du voile dans le sport. J'ai vu un article justement de Madame Adnani, qu'on a déjà reçu ici plusieurs fois, qui dit que bah, le voile et le sport, ça n'a rien à voir, donc, de toute façon, et que tout ça n'est pas, on va dire, il n'y a aucune logique dans cette revendication-là. Mais effectivement, ça fait pas mal polémique parce que certains, sous prétexte d'inclusion, de transparence, etc., sont prêts à accepter justement l'intrusion du religieux dans, dans le sport. Donc, qu'est-ce que toi tu en penses, Georges? Est-ce que Teddy Riner a raison et qu'il faut laisser ces jeunes filles pratiquer, ou est-ce que tout ça n'est pas du prosélytisme et de la propagande des frères musulmans pour essayer d'imposer leur vue, on va dire, de manière insidieuse pour le reste de la population? Ce qui est intéressant là, que tu as montré, mais on ne voit pas très très bien, c'est Ouais. qu'il y a une réaction de Mariam Manchour, le boxeur champion du monde franco-iranien. C'est-à-dire qu'on oublie un peu, voilà, il a été, c'est Mayar Manchipour, donc, euh, champion du monde. Maintenant, voilà, Supercoq WBA. Donc c'est marrant parce que Supercoq, c'est des gars qui pèsent 65 kilos, 60. Mm. C'est-à-dire 2,5 fois moins que Teddy Riner. Il a dit hey, je vais te le dire en face. Voilà. Teddy, ferme-la et parle de choses que tu connais. C'est très intéressant parce qu'il est d'origine iranienne. Or, le voile islamique, c'est quelque chose de relativement récent, en fait. Il y a toujours eu, bien sûr, les petits foulards de tout le monde, justement, au Maroc, mais dans les Balkans, en Grèce, bon, c'est assez. Ça fait partie de choix culturels, vestimentaires de différents pays. Et d'ailleurs, en France, je me souviens quand j'étais gamin, il y avait des femmes musulmanes. En général, c'était plutôt âgé et c'était plutôt des primo-migrantes qui étaient arrivées à 30, 40 ans en France et qui continuaient à porter le voile, enfin le voile, encore le foulard. Le voile, c'est quelque chose qui est arrivé avec le développement des frères musulmans et aussi de la révolution islamique iranienne, contre laquelle tout le monde s'est opposé pendant des décennies. Iran, où il n'y avait pas le voile, de la même manière que ça n'existait pas tellement, enfin les burqas afghanes, c'était à la fin des années 70, au début des années, enfin durant les années 70, c'était quelque chose qui était quand même pour les villageois perdus dans la pampa. Là on a eu un développement avec du port du voile, donc la domination de l'homme sur la femme, parce que c'est ça dont il s'agit, et c'est ce que rappelle ce boxeur franco-iranien. Et Teddy Riner, lui, il est pris dans le mainstream bien pensant du moment, que c'est sympa, c'est la liberté, chacun fait ce qu'il veut, il fait du sport comme il veut. Voilà. Les Mexicains pourraient se déplacer avec leur sombrero. Quoi. On va faire ça aussi. Bon, blague mise à part, c'est évidemment l'argument pris, je suis sûr, repris de bonne foi par Teddy Riner, développé par les frères musulmans il y a plusieurs décennies, et qu'il pousse, en particulier
au sein de l'Union européenne, qui a fait des campagnes de défense du voile, parce que, comme on l'a dit de nombreuses fois sur cette chaîne, ils sont communautaristes. Ils voient la société différemment de la manière dont elle est construite en France, ce que comprend évidemment notre champion de boxe. Contrairement à Teddy Riner, qui ne se rend pas bien compte de ce qu'il dit sur ce sujet-là, et que c'est là une offensive de l'islam politique et des frères musulmans. Et il compare, il dit les pays voisins. Dans les pays voisins, il parle, je pense, principalement de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, eh bien, ce sont des pays communautaristes où il y a des logiques de ghettoisation. Voilà. Teddy Riner, je ne pense pas qu'il veuille réellement que les gens soient assignés à leur communauté d'origine supposée, à leur religion supposée et aux règles de ces religions-là. Parce que ça voudrait dire que les filles doivent être voilées pour ceux qui seraient de religion musulmane, ce qui est une essentialisation délirante des musulmans et encore une fois, qui va à l'encontre d'un combat qui a été mené pendant des dizaines d'années. Donc le voile était interdit dans le sport olympique par le comité olympique en raison de la révolution islamique. Voilà. Donc, retournement de situation extraordinaire après tous ces combats contre les mollahs d'Iran, après Charlie Hebdo, après le Bataclan, c'est une sorte de triomphe pour certains esprits de ces thèses des frères musulmans. Voilà. La domination, l'expression de la domination de l'homme sur la femme par le voile, c'est une bonne chose. Alors justement, j'encourage, je vais poster dans le chat, mais c'est madame Adnani que j'aimerais bien recevoir justement sur ce sujet parce qu'elle a écrit un très bon texte là-dessus, sur le fait de pas se tromper et que c'est pas juste la casquette et juste une petite symbolique, mais sur tout ce que ça véhicule derrière. Donc effectivement, c'est assez intéressant parce qu'elle montre bien que derrière, on parle du voile, mais c'est bien plus qui est revendiqué. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, je pense que Teddy Riner, comme beaucoup de sportifs aussi, doit être lié par rapport à, on va dire, les gens qui viennent pratiquer et cetera et donc subir de la pression et il y a toujours, une espèce de choix parfois, qui a conduit à leur perte à pas mal d'endroits, qui est qu'on ne sait pas, heu on se dit: «Tiens, il y a, imaginons qu'il y ait 10 femmes voilées qui viennent et qui vous disent: on veut s'inscrire à votre club» et que c'est dur de recruter dans le club et cetera. Il se dit: «Ah, c'est une bonne chose et peut-être qu'elles abandonneront» et en fait, ce qu'il ne se rend pas compte et on l'a vu dans les piscines et cetera, c'est que le but, c'est d'imposer quelque chose. Après, ces gens-là ne restent pas. Mais ce qui est important pour elles, c'est ils sont dans une logique d'activisme et d'entrisme politique. Ça a été le cas dans la plupart des piscines où ils ont obtenu des créneaux. Au final, ces femmes ne sont pas allées dans les créneaux. Mais elles ont eu la victoire politique d'avoir les créneaux en question. Et c'est ça le but, c'est de faire plier la société. Il ne s'agit pas de donner des droits en plus à des gens qui n'auraient pas de droits. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, Georges, qu'est-ce qui s'est passé en 1999? Puisque je crois que Bien, dans la nuit d'hier, d'aujourd'hui, 25 mars, 26 mars, a commencé, il y a 26 ans, le bombardement d'un pays qui a disparu, la Yougoslavie, où j'étais né, et le bombardement spécifiquement de la ville où je suis né, Belgrade, par l'OTAN. Attends, j'ai mal entendu. C'est pas les Russes qui ont bombardé Belgrade? Non, non, C'est qui? l'OTAN. Je croyais qu'ils étaient là pour défendre la liberté et la démocratie en Europe. Et justement, c'est ce que c'était leur défense de la liberté et de la démocratie, consistait à bombarder la Yougoslavie. Il faut se rendre compte, on ne va cesser de le rappeler parce que c'est un sujet qui est crucial dans la politique en général, tant internationale que nationale. En 1991, l'URSS s'effondre et avec elle, déjà le pacte de Varsovie. Donc le pacte de Varsovie, c'est la coalition de tous les pays satellisés autour de l'URSS, l'Union soviétique, et en face, il y avait l'OTAN, l'Organisation du traité Atlantique Nord, bloc contre bloc.
L'OTAN aurait dû disparaître à ce moment-là. Elle n'a pas disparu, et il y a eu un moment de flottement qui a duré 3-4 ans, jusqu'en 94, 95, 94, où c'était un peu moribond. À quoi ça sert une alliance de défense contre une menace qui n'existe plus? Et donc, cette alliance de défense, parce que l'OTAN se présente comme une alliance défensive, c'est ça qui est très intéressant, alors qu'elle est à l'offensive. Elle passe à l'offensive à ce moment-là. En 94 est décidée la politique d'extension de l'OTAN sous Clinton. Elle va se poursuivre jusqu'à Donald Trump 2. On verra s'il y met un arrêt ou pas. Mais c'est ce qui aura fait les 30 années qui ont suivi et qui ont causé beaucoup de guerres. Et pour justifier une coalition militaire, il faut des guerres. Sinon, ça ne se justifie pas. Et les problèmes internes à la Yougoslavie ont créé ces conditions. Juste avant le début du déclenchement de la guerre en 99 et des bombardements, donc à nouveau illégaux, non autorisés par l'ONU. C'est important de le rappeler parce que ce genre de choses s'oublient. Il y avait eu les accords de Dayton, qui étaient une provocation telle qu'elle ne pouvait pas être acceptée par les autorités de la Yougoslavie, puisqu'il était demandé que les troupes occidentales de l'OTAN circulent sans problème et sans entrave dans le pays. C'est un abandon de souveraineté, c'est pas possible. Donc refus, les accords de Rambouillet, excusez-moi, le refus des accords de Rambouillet, et à ce moment-là, il y a eu le massacre de Ratchak. On en fera une ligne de front un peu retour en arrière, mais le massacre de Ratchak, c'est 46 Albanais qui sont tués dans un village avec une balle dans la tête par l'armée yougoslave, qui déclenche le bombardement de la Yougoslavie et la guerre du Kosovo. Sauf que, le temps passant, on découvrira que ce massacre n'a pas eu lieu, qu'il a été totalement monté, et qu'il a été la justification de quelque chose qui se préparait depuis longtemps, car on n'organise pas la plus grande armada aérienne jamais mise en place pour bombarder et pour faire la guerre. D'abord, il y a une première phase qui échouera, ce que sera une phase de bombardement de l'armée yougoslave, qui finalement sera relativement peu touchée. Ce qui est intéressant aussi sur les doctrines militaires, c'est que c'est la plus grande armada jamais réunie de pays de l'OTAN, donc les États-Unis derrière, avec plus de 1200, 1300 avions de combat. Les bombardements stratégiques, ça n'a pas nécessairement les effets escomptés pour casser une armée. Et donc, l'OTAN, qu'est-ce qu'a fait l'OTAN? Eh bien, elle s'est mise à bombarder des infrastructures civiles, des raffineries, des ponts, des usines, choses qui sont reprochées à la Russie, mais qu'a initié l'OTAN en Europe. Et donc, c'était le retour de la guerre en Europe, bien avant la guerre en Ukraine. Et voilà, donc c'était il y a 26 ans. Et en plus de cela, un nombre incalculable de munitions appauvries à l'uranium, munitions enrichies à l'uranium appauvri, ont été utilisées, qui fait que certaines zones de Serbie, de la Bosnie et du Kosovo sont parmi les plus cancérigènes au monde, un peu comme Fallujah en Irak, qui ont subi ces munitions. Voilà. Depuis, le problème du Kosovo n'est toujours pas réglé, il y a toujours des tensions. Ça n'existe que parce que c'est soutenu plus ou moins à bout de bras par l'Union européenne depuis maintenant un quart de siècle. Et le problème est toujours là, et tout est en place pour que reprenne une guerre, que ce soit en Bosnie ou au Kosovo. Alors, je suis un peu embêté parce que tu vois, je me suis dit pendant que tu parlais que j'allais faire un tableau des guerres offensives et défensives de l'OTAN, tu vois, pour qu'on soit juste dans notre traitement. Et donc, j'ai retrouvé les guerres offensives de l'OTAN, j'ai moins retrouvé les guerres défensives de l'OTAN, mais dans les guerres offensives de l'OTAN, on peut citer la première guerre de Bosnie, donc de 1995 à 2004. Donc c'est une intervention externe. La guerre du Kosovo, donc 99, donc c'est ce que tu évoques avec le bombardement de la Yougoslavie. À nouveau, alors
la première guerre défensive avec l'article 5 invoqué, c'est l'Afghanistan, lié au 11 septembre. Et donc, mais très rapidement, c'est devenu, donc l'article 5 a été invoqué après le 11 septembre, est devenu une opération de contre-insurrection. Pour l'instant, on est à 2 contre 1. Puis, la Libye, en 2011, à nouveau offensive. L'Irak, à nouveau offensive. Et juste, je réponds là-dedans rapidement pour Ouattou dit sans l'autorisation de l'ONU. Oui, oui, sans l'autorisation de l'ONU. Ouais, tout à fait. Et donc, techniquement, la seule guerre défensive réelle auquel ne participe pas vraiment l'OTAN, du moins, pas directement en tant que pays impliqué, mais qui aide, c'est la guerre en Ukraine. C'est la première fois que l'OTAN peut se targuer d'être dans une guerre offensive, défensive. Tout le reste, c'est des guerres offensives. C'est-à-dire que c'est l'OTAN qui va et qui bombarde et qui agit unilatéralement et pas en réaction à quelque chose, à une attaque d'un des pays de l'OTAN. Désolé, mais je pense que c'est important de le rappeler. Et Jean-Pierre Leroux, j'aime beaucoup, Georges, lorsque vous nous expliquez l'ex-Yougoslavie. Je sais que ça vous touche particulièrement. Oui, ça me touche particulièrement, mais aussi en tant que Français, puisque je suis Français par maman. Et qu'à l'époque, juste après, j'étais dans l'armée française et que j'ai suivi des conférences pour les officiers de l'état-major à l'école militaire par la suite. Cette offensive, pour ceux qui ne cessent aujourd'hui de sauter comme des cabris sur leur chaise en parlant d'Europe de la défense, pour paraphraser le général de Gaulle, eh bien, cette guerre du Kosovo a été très, très utilisée pour asservir les Européens, qui étaient bien plus en passe à l'époque d'imaginer une forme de défense coordonnée. Ce que ne voulaient pas, évidemment, du tout les Américains. Ils ne voulaient pas d'une défense coordonnée indépendante de l'OTAN. Bien sûr, aucun des textes européens ne parle de défense européenne indépendante de l'OTAN, donc de Washington. Voilà. Donc c'était aussi l'occasion d'arrêter cela, et ce n'est pas pour rien que juste après, 2 ans après, sortira le concept de Smart Defense, qui était le concept issu de l'OTAN d'asservissement des différents systèmes de défense européens, un peu plus à l'OTAN. Voilà. C'était un moment de verrouillage, y compris au sein de ce qui allait devenir l'Union européenne. Alors, Ouattou pose la question de la première guerre en Irak. La première guerre en Irak a été faite sous mandat de l'ONU. Donc, ce n'est pas une guerre de l'OTAN, c'est une coalition internationale. Mais regardez, j'ai repassé. Par contre, la deuxième guerre de l'Irak, alors là, c'était c'est n'importe quoi. Donc, vous voyez, donc, guerre. Et ici, bon, il y a l'Afghanistan, un cas un peu particulier. Donc, ça sert de prétexte, le 11 septembre. Et ici, donc, alors c'est considéré comme une guerre défensive, mais c'est en gros la fourniture de patriotes à la Turquie. Donc, j'appelle pas vraiment ça une guerre. Du moins, c'est pour défendre la Turquie, mais c'est pas vraiment, on va dire, une guerre. Il y a les actions dans la mer Égée, mais là aussi, c'est pas vraiment une guerre. Et après, il y a l'Ukraine. Mais par contre, là, on a quand même un paquet de guerres offensives. Donc, et encore une fois, que l'Ukraine soit classée en guerre défensive, c'est vraiment une interprétation qui est ouverte à oui, non, mais c'est bien pour ça l'analyse que des historiens, on va dire. Écoute, c'est pour ça que je remets le graphique, si tu veux. C'est chacun sera libre de se poser la question. Et encore, tu vois, il a fallu rajouter les missiles patriotes fournis à la Turquie pour essayer que la balance soit un peu équilibrée. C'est quoi et je suis désolé. La guerre en Afghanistan, considérer que c'est une guerre défensive, c'est aussi très tiré par les cheveux. Pascal réécrit, l'objectif était sans doute d'enlever le Kosovo à la Serbie. Non, enfin, c'est une conséquence secondaire, Pascal. Le Kosovo, mais vous pensez que qui que ce soit un quelconque intérêt au Kosovo aux États-Unis? Ouais. Déjà, l'Ukraine, ils s'en fichent, mais le Kosovo. Je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas vu, ce super film des hommes d'influence
avec quand même Robert De Niro et Dustin Hoffman, hein, c'est gros acteurs, sur comment est-ce qu'on déclenche des guerres pour améliorer la cote de popularité d'un président des États-Unis avant une élection de deuxième mandat. Or, ce qui était drôle, c'est que c'était avant la guerre en Afghanistan, et il disait dans le film, si on déclenchait la guerre en Albanie, le président il dit, pourquoi l'Albanie? Parce que on s'en fout, personne ne sait où c'est. Bon. C'était dans un film, mais très grande qualité, et ça montre, américain, hein, et ça montre la réalité, la manière dont sont faites les choses par une œuvre cinématographique. Non, l'objectif principal était l'extension de l'OTAN et la prise de contrôle des Balkans, en particulier en affaiblissant un pays, la Yougoslavie et sa composante, la Serbie, proche de la Russie, et d'ailleurs sera installée au Kosovo la plus grande base militaire des États-Unis, jusqu'à celle qui est en construction plus loin maintenant en Roumanie. Donc c'est un objectif de long terme. Ça passait par le Kosovo, ça aurait pu être tout à fait autre chose. D'ailleurs, si les choses avaient été décalées de 2 ans, je trouve que la Serbie aurait été un des meilleurs alliés, avec Milosevic, un des meilleurs alliés des États-Unis dans la lutte contre la démocratie et la menace djihadiste. Pourquoi? Bien parce que Lučeka, qui a finalement soutenu l'OTAN, qui combattait contre la Yougoslavie et les Serbes au Kosovo, eh bien c'est une organisation, alors là on s'accroche aux branches, islamisto-maoïste. Ouais, c'était en 99. Alors 2001, après le World Trade Center, ils n'auraient pas soutenu des islamisto-maoïstes. Je trouve qu'ils auraient soutenu les Serbes pour cogner sur Lučeka. Bon, parce que les États-Unis, voilà, ça ne les intéresse pas du tout, les islamisto-maoïstes, ni les Serbes, ni rien du tout, ni la Mitrovica, tout ça, c'est secondaire. C'est un moyen d'extension de l'hégémonie. Alors, il y a une chose aussi qui est marquante, parce que dans cette frise, tant que le pacte de Varsovie existait, eh ben, il n'y avait pas d'intervention offensive de l'OTAN. C'est-à-dire que c'est au moment où se crée le déséquilibre et que l'OTAN aurait dû être dissous, puisqu'il n'y avait plus de raison, puisqu'il n'y avait plus l'autre bloc. Et c'est à ce moment-là que, n'ayant plus de, on va dire, la balance devenant déséquilibrée, qu'ils ont pu se permettre de passer en mode offensif. Non? Tu penses pas? Oui. Alors, pour info, parce que pour être très juste, le pacte de Varsovie, à l'époque, pendant la guerre froide, lui a eu 2 guerres offensives, entre guillemets, 2 interventions offensives. C'est la Hongrie en 1956 et la Tchécoslovaquie en 1968. Mais on reste très loin quand même du bilan de l'OTAN. Donc mais c'est vrai qu'il n'y a pas, c'est aussi important. C'est pour ça qu'on parle de monde multipolaire, c'est important. Alors, j'aime pas faire des analogies à 2 balles, mais pour les fans de Star Wars, c'est l'équilibre dans la force. Quand une force est trop déséquilibrée, ça crée des problèmes. Et quand il y a un équilibre, et c'est le principe justement de la dissuasion nucléaire crée l'équilibre et donc Oui, c'est empêche les intéressant. autres. Ouais. C'est intéressant, pardon, excuse-moi. Ce que nous écrit Stéphane Chamignon, c'est des Saoudiens qui ont fait l'attaque du 11 septembre des Afghans. Non, oui, il n'y avait aucun Afghan dans l'attaque du 11 septembre, beaucoup de Saoudiens. D'ailleurs, le prince Bandar a été immédiatement convoqué par le clan Bush au sein du Carlyle Group. Et Obama a bloqué une commission d'enquête du Sénat sur l'implication de l'Arabie Saoudite quand il était président des États-Unis. Donc oui, évidemment, les Afghans n'ont pas grand-chose à voir avec ça, à part que les talibans dirigés par une des grandes familles saoudiennes des Ben Laden étaient positionnés en Afghanistan. Et pour cause, puisqu'ils avaient été armés par la CIA contre les soviétiques dans les années 80. Ouais, mais tu vois, t'es médisant. On sait très bien que fournir des armes comme ça à des gens qui ne veulent que la paix, la démocratie, et pas du tout pour essayer de peser géopolitiquement, ça ne fait que bien tourner. C'est vraiment, tu
tu devrais écouter plus Gabriel Attal avec son sommet pour la paix, la démocratie et la liberté et l'enfumage. Mmh. Peut-être d'ailleurs c'est pour b c'est il doit y avoir un bilan carbone très élevé dans ce sommet. Mais d'ailleurs en parlant de ça, parce que ça nous permet d'enchaîner sur un autre sujet, il y a en Angleterre un certain Starmer Stramer Starmer qui apparemment lui aussi, a l'air de faire beaucoup d'écrans de fumée et qui est dans un théâtre politique intéressant. Alors, est-ce que c'est la tradition shakespearienne qui veut qu'il faut dramatiser et cetera et que, le nouveau premier ministre Keir Starmer est un grand fan de William Shakespeare? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ça a l'air, on annonce, on fait des plans, il y a des effets et cetera. On invite Macron, on se prend dans les bras, on va mettre 800 milliards. Mais au final, est-ce que Mais tout ce qui c'est ce qu'on a beaucoup dit ici, c'est que c'est énormément de la pause. Et toi, ce que tu nous montres là, bah, c'est quand même un scandale colossal. On en parle très peu ici, mais qui est sorti en Grande-Bretagne dans le Télégraphe. Euh, le plan de Starmer pour l'Ukraine, de soldats de la paix, est dénoncé comme du théâtre politique. Mais il est dénoncé comme du théâtre politique par qui? Par le propre état-major, par les généraux anglais. Ils disent, mais c'est n'importe quoi. Et ils posent les termes qu'on pourrait poser à Emmanuel Macron. Combien d'hommes vont y aller? Qu'est-ce qu'ils vont faire? À quoi ça sert de les envoyer à 400 km de la ligne de front? Comment seront-ils protégés? Qu'est-ce qu'on fait si les Russes nous bombardent nos hommes? On s'engage comment? Jusqu'à quel niveau? On vous rappelle, ce qu'on fait tout le temps ici, que nous avons l'arme nucléaire, qu'on n'a pas de contact direct entre pays d'armes nucléaires. Mais le BABA lui rappelle ses propres généraux. Et puis, il pose la question principale. Et pourquoi faire? C'est quoi l'objectif? Et ça, c'est le défaut structurel des Européens par rapport à la guerre en Ukraine. Ils n'ont pas d'objectif de guerre. On ne sait pas quel est l'objectif. Les Russes, c'est clair quel est l'objectif. Les néoconservateurs américains, on savait quel était l'objectif. Peut-être dément, mais l'objectif était de se servir de la guerre en Ukraine pour défaire la Russie, afin de la fracturer, de faire un régime change après l'effondrement de l'économie. Ils avaient un objectif, il a échoué. On peut dire, hop, ça a marché, ça n'a pas marché. Les Européens, c'est pas clair du tout. Donc, quand c'est pas clair, mais en fait, ça ne permet pas d'arrêter le conflit, car c'est quand on définit un objectif qu'on peut se confronter aux objectifs de l'adversaire et se mettre à une table de négociation et trouver des compromis. Voilà. Et donc, retoqué par ses propres militaires, Starmer a dû rétropédaler et dire non, ça serait plutôt quelque chose de soutien aérien à la frontière de l'Ukraine et dans la mer Noire, puisque la Grande-Bretagne a des capacités de déploiement beaucoup plus efficaces et utiles, pourrait-on dire, en termes aériens et navals, et que au sol, de toute façon, l'état de son armée est catastrophique. On parlait de la guerre du Kosovo. Quand on est arrivé au sol, enfin, il n'y a jamais eu de combat au sol, parce qu'ils ne voulaient pas affronter une armée serbe et yougoslave qui avait maintenu ses capacités de combat. C'est pour ça qu'ils ont bombardé les infrastructures civiles et les civils pour faire plier le gouvernement. Mais après, une fois qu'il y a eu la reddition, les soldats de l'OTAN, dont les Anglais se sont déployés au Kosovo, ils avaient des problèmes de munitions il y a 26 ans. Et il y avait des échanges ridicules entre soldats serbes qui échangeaient des munitions avec les soldats britanniques. C'était il y a 26 ans. Donc ils savent très bien quel est l'état de leur armée, qui n'arrive pas à recruter d'ailleurs, pour maintenir des capacités opérationnelles minimales, vraiment tendues, au minimum de ce qui peut être fait. Et donc, Starmer s'est fait retoquer. Et c'est la même chose, c'est les mêmes bouffonneries que nous fait Emmanuel Macron, même si nous avons un peu plus de capacité de déploiement que les Britanniques, c'est quand même très, très réduit et pas du tout avec des effets majeurs que souhaiterait développer Emmanuel Macron. D'autant, je le répète, que c'est le problème principal, on ne sait pas quel est l'objectif
finale. Donc, théâtre politique, les généraux britanniques ont parfaitement résumé la chose. Mais Georges, est-ce que justement on n'est pas dans un espèce de, on va dire, de bouffonnerie totale? C'est-à-dire que même nos dirigeants, hein, de manière générale, font n'importe quoi tout le temps. Je dis ça parce que il y a eu hier, il y a un scandale qui a été révélé, un scandale, un truc qui théoriquement, dans un système normal, est censé être impossible. Alors je vais vous partager, si je vois mon onglet que je ne retrouve plus. Voilà, c'est donc le journal The Atlantic, qui est un journal plutôt néocon, mais qui a soutenu Hillary Clinton, qui a soutenu, comment ça s'appelle? Joe Biden, et cetera. Donc très anti, alors ça n'a pas partagé, qui a soutenu, qui soutient plutôt, Joe Biden, et cetera. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Partager. Allô? Ouais. Apparemment, Ouais. je freeze complet. Oui, Mmh. c'est totalement frisé. Bon, Ah, on va expliquer. tu Donc qu'est-ce commences à qui se passe? t'animer. Je ne sais pas, il y a un truc bizarre là, je n'ai pas d'explication. Donc je vais vous résumer, en gros, le rédacteur en chef d'un journal très anti-Trump a été ajouté dans un groupe, Facebook, un groupe Signal, dans lequel, en fait, on s'est rendu compte que l'état-major américain, du moins pas les militaires, mais heu, bureau politique proche de Donald Trump, utilisait Signal pour coordonner donc l'attaque contre les Houthis, et donc ils l'ont ajouté par erreur, et donc il s'est retrouvé au milieu de plein de conversations hautement sensibles sur, en particulier avec J. Evans, qui mettait en cause l'intérêt des frappes, en disant que ça servait à rien, et cetera, ça envoyait le mauvais message, mais que bon, c'était bien fait pour ça allait foutre la merde pour les Européens, et cetera. Bref, les mecs se lâchent. Monsieur le Président, quelle est votre Ah, réaction à pardon? l'article paru? Et surtout, ce qui est assez marrant, c'est que donc Trump a été questionné sur cette question-là. Lui, il a dit: «J'en sais rien, c'est pas mon problème. De toute façon, les attaques ont été un grand succès et très efficaces. Cet article ne devait pas être très efficace». Bon, voilà. Et il fait, de toute façon, ce journal fera bientôt faillite. Ça, c'est typique du Donald Trump dans le texte. Moi, ce qui me rend fou, et on l'a vu en France, par Oui, exemple. enfin, ça, c'est Trump qui réagit toujours de cette manière, hein. Oui, tout à fait. Tu sais que Waltz est quand même sur le grill. Dans la semaine qui suit, Waltz devrait être démis de ses fonctions à cause de ça. Bah, quand même, si tu veux, c'est genre la méga boulette, en vrai. C'est impressionnant comment on peut ajouter, on vérifie même pas qui on ajoute dans une boucle Telegram, tu vois? C'est à un moment, donc même le journaliste en question, d'ailleurs l'écrit dans son article sur The Atlantic, au début, il a pensé à un piège, qu'on voulait le piéger. Parce qu'il s'est dit: «C'est pas possible, les mecs peuvent pas être à ce niveau d'amateurisme». Il fait: «Ça n'a aucun sens», et moi, ce qui me choque, c'est qu'en France, on l'a vu, d'ailleurs, le gouvernement a suffisamment fait de notes pour éviter, que les ministres et autres utilisent Telegram comme outil de messagerie. Mais qui l'utilisait le plus? Emmanuel Macron, et d'ailleurs qui a échangé beaucoup avec un certain Alexandre Benalla via Telegram, ou Alexis Kohler. Donc à un moment, il est incompréhensible qu'aujourd'hui, en 2025, des dirigeants, mais de n'importe quel pays du monde, utilisent encore des messageries grand public pour discuter entre eux. Soit ça veut dire que le gouvernement Trump est tellement en bisbille avec la CIA et la NSA, parce qu'avec leur coupe budgétaire et leur volonté de mettre tout par terre, qu'ils sont obligés de passer par des outils alternatifs parce qu'ils ont peur. Et donc c'est plutôt rassurant. Ça voudrait dire que Signal, ça permet serait un peu à l'écart de ce genre de choses, de surveillance. Ou bien ces gens sont juste des amateurs complets, et c'est très, très inquiétant que ces gens-là ont un pouvoir militaire important.
Moi, il y a une autre option. L'autre Vas-y. option, c'est il y a quand même des messages dans cet échange qui est sorti. Il y a des messages très très importants et durs qui ont été délivrés par J.D. Vance contre les Européens. Tout à fait. Il est, on sait, l'une des principales têtes pensantes de la révolution conservatrice qui a lieu en ce moment aux États-Unis. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a été choisi par les nouveaux barons de la tech, en particulier Peter Thiel, et qui est supposément leur candidat pour les prochaines échéances électorales présidentielles aux États-Unis. Waltz, ça fait partie des gens dont il souhaitait se débarrasser, spécialement J.D. Vance, pour ceux qui suivent la politique intérieure américaine. Peut-être que c'est un setup contre Waltz et qui permet en même temps d'envoyer un message supplémentaire aux Européens, car il faut bien comprendre que dans ce qui se passe actuellement, dans les négociations entre Russie et États-Unis, le gros caillou dans la chaussure de Donald Trump s'appelle Commission européenne, Union européenne et spécifiquement von der Leyen, Keir Starmer, Macron. Et pour lui, c'est des boulets. Et il ne peut pas y avoir un quelconque accord avec les Russes. Je répète, l'accord sur l'Ukraine est secondaire par rapport à ce qui est visé de manière beaucoup plus large dans les négociations entre Trump et Poutine. Il ne peut pas y avoir d'accord tant que le Kremlin considérera que les pays européens, pas des moindres quand même, la Grande-Bretagne, la France, la Grande-Bretagne n'est pas dans l'UE, mais c'est un pays européen proche des États-Unis, et l'Union européenne ne seront pas obéissants envers Washington. Il n'y aura pas d'accord. Et c'est le principal problème de Donald Trump, et c'est d'ailleurs là que les néoconservateurs appuient. Parce que les Starmer, les Macron, les von der Leyen sont leurs gens. La guerre contre Trump des néoconservateurs qui ont perdu la présidentielle aux États-Unis ne passe plus maintenant que par l'extérieur et l'Union européenne. Donc moi, je le vois différemment. Voilà. Peut-être qu'ils sont juste nuls, peut-être qu'ils ont peur de la CIA, ok, pourquoi pas. C'est tout à fait possible, Pedro, mais on peut aussi avoir cette option. Ah non, mais c'est possible. De toute façon. C'est vraiment, et puis après, on dégage ce Waltz qui embêtait Vance. De toute façon, on va être sincère. Si Waltz utilise Signal, il mérite d'être viré. Donc, qu'il soit aimé ou pas par J.D. Vance, le mec, il n'est pas au niveau de la sécurité nationale d'un pays comme les États-Unis si ce type de messagerie. C'est un moment, c'est tout. Maintenant, c'est vrai que c'est ce qui se joue là-bas, effectivement, est très particulier. Comme le journaliste le dit bien, il faut lire le papier complet du journaliste, il ne sait pas jusqu'à quel point, pourquoi il a été ajouté par le vol sans question, etc. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a ajouté? Voilà. On sait que ces gens-là ont beaucoup d'assistants. Est-ce que c'est un service commandé? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas très sérieux. Bon, ça parlait les Houthis ne représentent pas une menace existentielle pour les Américains. Par contre, ce qu'ils disent dans le message, et c'est ça qui est intéressant, c'est que beaucoup de notre commerce maritime à nous passe par là. Donc, foutre le bazar, ça nous met dans la merde. Alors qu'il n'y a que 2% du trafic, des exportations-importations américaines qui passent par cet espace-là. Donc, c'est la partie la plus importante du message. C'est pour ça que. Oui, tout à fait. Et donc, c'est quand même téléphoné. Hein. Non, mais. Littéralement, ne nous faites pas chier. Sinon, vous vous retrouvez avec vos bateaux qui vont devoir faire le tour du monde. Exactement. Et oui, vous êtes déjà dans des problèmes économiques sévères. Parce qu'on l'oublie beaucoup, mais la carte derrière toi l'illustre très bien.
Les Américains peuvent aller d'un côté comme de l'autre. Nous, on peut aller que vers la droite. Non, ouais, vers l'ouest. On ne peut pas aller vers l'est, puisqu'on a décidé de faire la guerre à l'est. Donc voilà. Donc effectivement, on est plus coincé vis-à-vis de ça que les États-Unis, qui ont quand même 2 océans et qui peuvent aller d'un côté ou l'autre. Et donc voilà. Je crois que Georges, on a fait le tour de nos messages. Moi, j'ai une chronique à vous lire aujourd'hui, donc je voulais la lire au début, mais comme Georges doit aller travailler sur la manifestation de tout à l'heure, on va te libérer. Eh bien, non. Non? Non, parce que tu as oublié quelque chose. Je souhaitais quand même. Ah Allez, pardon, j'ai oublié un sujet? je vais rajouter un petit sujet. Vous l'avez OK. sûrement vu et qui. Ça va être rapide. Après, je vous laisse. Ah C'est oui, le oui, oui, mince, sujet. je sais lequel j'ai oublié, pardon. Ah oui. Ça concerne nos amis de l'Union européenne. Donc, donc les champions de l'austérité, pendant des décennies, les champions du contrôle des dépenses publiques, les champions de la destruction des services publics, les champions de... Il faut faire payer le dernier drachme aux Grecs qui nous doivent des sous, il faut détruire leurs hôpitaux, il faut qu'ils payent des impôts, il faut qu'ils aient moins de salaire, il y a trop de salaire, les gens travaillent trop longtemps, pas assez longtemps, salaud de pauvres. Bon, eh bien, les, tous ceux qui mettent cela en œuvre à Bruxelles, cette classe techno-bureaucratique, technocrate bureaucratique européenne de Bruxelles, en particulier la Commission européenne, c'est augmenter ses salaires pour la 7e fois depuis 2022. Ceux qui veulent la guerre, il faut moins de dépenses sociales. Il faut faire la guerre, il faut préparer la guerre avec la Russie. Depuis début de cette guerre, ils se sont augmentés 7 fois. 7 fois. C'est pas comme si leurs salaires étaient les plus faibles en même temps. Donc, c'est l'information nous est arrivée du journal allemand Bild. Et donc, ils ont cette 7e augmentation est de plus 1,2%. Alors, bon, c'est pas grand-chose, mais elle s'ajoute à la précédente, la 6e, qui, elle, était à 7,3%. Mais Voilà. franchement, Il ne Georges, manque... Ouais. moi je trouve que tu es médisant encore une fois. Devoir en tant que commissaire européen ou fonctionnaire européen assister à des meetings de Gabriel Attal et Valérie Hayer sur comment lutter pour la démocratie et la liberté, et ben franchement 1,2% d'augmentation, c'est pas assez. Parce que psychologiquement, ça coûte cher. Mais avant, c'était 7,3, puis il y a encore eu 5 augmentations avant. Donc, pour que vous sachiez, le salaire le plus bas, vraiment, le gars à la photocopieuse au café, c'est maintenant 3 645 euros. Ça va. C'est le plus bas. Niveau le plus bas. Et pour les maximums, on est passé de 23 262 euros à 25 229 euros. Il y a bien sûr un bonus spécial pour les commissaires européens, et à commencer par sa présidente, Madame Ursula von der Leyen, laquelle recevra un salaire de 34 800 euros. Moi, je trouve que c'est pas sympa, parce qu'elle a été augmentée de 2 700 euros, là, d'un coup. Ils auraient pu faire un effort quand même, et la passer à 35 000. C'est un chiffre rond, 34 800, c'est un peu moche. Bon, voilà. Par mois. Par mois. Le président de la France, je crois que c'est 17 000. C'est génial. Mais Bon. attends, Et pourtant les ils sont pas commissaires. habillés pareil. Qu'est-ce qu'ils font de leur argent, ces gens-là? Et bon, ils achètent des appartements. Et puis les commissaires européens, alors eux, bon, ça se peut un peu moins augmenter, hein, que de 2200 euros. Et ils voient leur salaire presque à 28 500, ça s'arrête à 28 400 euros par mois pour être commissaire européen. Et je souhaiterais quand même faire une remarque sur la meilleure des commissaires européennes, Madame Kaja Kallas, qui est notre ministre des Affaires Non, étrangères, attends, qui est la ministre, pas la nôtre. qui est leur ministre bouffonne des Affaires étrangères. Donc Kaja Kallas a une logique qui est remarquable.
Donc, elle est ministre des Affaires étrangères. Et elle a dit, pour 28 400 € par mois, elle a déclaré que pour qu'il y ait la paix, il faut vaincre la Russie en Ukraine. Orwell dans le texte. Pour 28 400 €. Alors bien sûr, elle veut vaincre un pays qui a le premier arsenal nucléaire au monde. Mais tu sais, je pense que C'est quand même très bien payé 28 400 € pour dire n'importe quoi. tu Je trouve ça, sous-estimes justement. vraiment, C'est c'est très agaçant. dur de réussir à dire de la merde et réussir à dire des conneries de manière aussi posée, méthodique, comme ça, devant face à des gens. C'est un talent. Il faut un talent. Il faut valoriser ce talent. Pratiquer la désinformation comme ça, faire croire qu'un conflit est gagnable, dire: Face à «Regardez». la première puissance nucléaire mondiale. Hein. Mais Oui, c'est mais ça qui fera la justement, paix. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ça qui fera la paix. regarde, elle ne se démonte pas. Tu vois pas à un moment le sourire en coin avec ses conseils: «Bon ouais, quand même là on a un peu abusé». Non, elle est stoïque, tu vois? Moi je pense que tu valorises pas assez ça et ce talent, tu vois? Il y a pas assez de Non, théâtre. Hollywood a plus assez de place. Quand tu viens d'Estonie, Estonie, c'est ça? Elle vient d'Estonie si je me trompe oui, pas. estonienne, oui, oui. Et en Estonie, tu as pas vraiment d'Hollywood. Comment tu veux qu'elle perce? Bah, elle a Elle a fait vraiment commissaire dit ça, Fred Krome. Fred Krome, elle a vraiment dit ça. Non, elle a pas lu Orwell non plus. Elle a pas lu Orwell non plus. Non, 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 non. Et, ouais, c'est remarquable. Donc moi je pense que, tu vois, c'est comme Gabriel Attal, il est plus Premier ministre, mais il continue à faire des sauteries, tu vois? C'est mecs qui Ah, il savent y a pas que Marie-Laure qui nous écrit, c'est une représentante d'un pays qui est la Russie, pour leur raison, l'esprit de l'Est. Alors, elle n'aimait pas totalement la Russie. Hein. Son mari a continué à faire du commerce avec la Russie, ce qui était un scandale en Estonie et qui a failli la faire tomber de son poste de Premier ministre pendant la guerre avec les Russes, pendant qu'elle disait qu'il faut attaquer la Russie. Et son papa, on a déjà dû le dire, non? Ici. Mais tout le monde ne l'a pas entendu. Le papa de Madame Kaja Kallas était élu au Soviet suprême du RSS. C'était un dirigeant, un des principaux dirigeants soviétiques en Estonie. Et comme ils aiment bien le pouvoir dans la famille, lui, il a été après Premier ministre d'Estonie, comme le sera sa fille, et puis il sera, comme sa fille, commissaire européen. c'est un Alors peu endogame son lui, truc. c'est un génie. Il a été dirigeant en URSS et dirigeant de l'Union européenne. Il C'est doit peut-être avoir des convictions chevillées au corps. Alors, c'est une détestation des Russes, mais alors, vraiment, très, très sincère, en fait. C'est vraiment, ils nous prennent vraiment pour des cons. Voilà. Mais en tout cas, eux, ils s'augmentent. Voilà. Ils s'augmentent. Donc, je suppose qu'il y aura une partie de l'emprunt général de l'Union européenne pour faire la guerre qui ira aux augmentations diverses et variées de nos pauvres commissaires européens, qui en ont bien besoin quand même. Et comme ça a été écrit, il faut bien que ça ruisselle un petit peu. Ils doivent payer des bonnes Ukrainiennes et Moldaves, j'imagine. alors, entre nous, je ne rentrerai pas sur ce sujet-là, tu vois? Mais je pense que comme tu l'as dit, c'est l'endogamie aussi. C'est ces castes politiques qui se reproduisent entre eux et qui créent des dynasties et qui nous font croire que tout ça, c'est très démocratique. On se moque quand même, du petit Kim, du moins en Corée du Nord qui a hérité, du gouvernement par son père. On se moque pas de Kaja Kallas. C'est quoi la différence? Alors, Aristide nous suggère d'aller sur LCI. Mais, en fait, ils ne nous prendront jamais parce qu'on a Ils trop auront peur. d'arguments. C'est trop compliqué. Oui, d'ailleurs, Ah on oui, dit et Jean-Pierre, il y a le fils de Sarkozy qui arrive. Là, lui, il est bon. oui, il y a sa fille aussi, j'ai vu là, qui commence à faire de Ah oui. l'influence sur les réseaux sociaux. C'est quoi l'absurdité que nous a sorti le fils Sarkozy l'autre jour, j'ai oublié. C'était quoi? Je sais plus, mais je sais que Bon, sa vous n'êtes fille, pas là? Julia, s'est énervée l'autre jour sur un live où les gens lui ont demandé: «Quand même, ton père et la Libye», elle a fait: «Oh bon, Kadhafi, il est mort, hein, laissez les Ah morts oui, tranquilles». oui, c'est le même génie diplomatique que Kaja Kallas sur l'Algérie. Alors, il voulait montrer de la fermeté. Qu'est-ce qu'il a dit?
il a dit: «Je brûlerai leur ambassade et j'interdirai tous les visas». Ah Voilà. bah, Alors, brûler l'ambassade, c'est s'attaquer au territoire souverain d'un pays, hein. Il n'est pas au courant, hein. C'est vrai qu'avec un papa président, ce genre de choses, on ne le sait pas, on n'apprend pas dans les grandes écoles qu'il a fréquentées. mais c'est pas le même Qu'il a pas Louis. fait de grandes écoles. Donc il veut brûler une ambassade. Et en plus, c'est une magnifique ambassade, sûrement dans le 8e arrondissement ou 7e. Et donc, il est complètement con, en fait. Mais Georges, c'était pas lui, gamin, qui balançait des cailloux sur les flics qui faisaient la garde dans la cour de l'Élysée? Je me souviens. Je crois peut-être. En tout cas, c'est lui qui disait: «Vas-y, mon papa». Bon, Voilà, c'était c'est ça. mignon, c'était en 2007. Ouais. Bon, ce qui est sûr, CNR, c'est vous écrit, c'est des sous-Trump. Je crois que c'est la pire insulte qu'on pouvait imaginer. C'est exactement ça. C'est des sous-Trump. Voilà. Allez, enfin je bref. m'en vais maintenant. Je vous Voilà. laisse avec Pedro qui va vous chroniquer. Bonne Ah, journée à tous. exactement. Bonjour chez vous À et bientôt, bienvenue en Georges. À Israël. tout à l'heure. À tout à l'heure. Et on vous promet quelques images de l'événement de ce soir. Mais ceux qui sont sur Paris, répète là exactement le rendez-vous, Georges. Le rendez-vous tout à l'heure. 17h30. Pardon, 17h, place Édouard Herriot, dans le 7e arrondissement, juste à côté de l'Assemblée nationale. Donc, fort logiquement, au métro, Assemblée nationale, ligne 12. Voilà. Allez, au revoir et bonne Au journée. revoir.